Et bonjour messieurs, dames, je suis toujours sous le fond décoré à grands frais, donc il va rester là. Hein. Ça va, la couleur est sympa. Donc bon. Alors là, on va parler, on va dire, de la vie des petits Atlantes. Et ouais, on va parler de la petite vie des petits Atlantes sur Terre, comment qu'ils faisaient et quelle était leur petite société. Alors, on a fait des petites recherches comme ça, et on va regarder des petits détails. On finira par recompléter certains sujets. Là, on fait un petit départ de sujet. C'est surtout la petite vie des Atlantes et certainement aussi les technologies utilisées pour créer ce qu'ils ont créé, on va dire, en termes d'architecture. Donc voilà. Donc la petite vie quotidienne, nous, on s'est attaqué à simplement regarder la vie quotidienne d'un standard, on va dire, d'une petite ville atlante ou d'une petite campagne atlante. Donc, véritablement, ce qui était important, c'était de prendre la vie ordinaire. Pas d'un jardinier de la terre, pas de quelqu'un qui faisait quelque chose d'exceptionnel, non, la vie au tous les jours, comment ça se passait. Donc, là, précisément, on va dire, les gens, alors, la population en moyenne pouvait vivre entre 350 et 600 ans pour ceux qui étaient très assidus à aller sur les esplanades des pierres de régénération. Donc voilà, ça dépendait un petit peu. Ça dépendait aussi des souches originelles de chaque Atlante. Donc alors là, j'ai fait une petite liste des souches. J'en ai déjà un petit peu parlé. J'ai fait quelques petites choses supplémentaires, sachant que les souches évoluaient au fur et à mesure du temps. Début de l'Atlantide, certaines souches humaines sont recomposées pour commencer à s'adapter à la technologie, pour s'adapter à la vie moderne de l'Atlantide. Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, les races s'affinent. On rappelle que l'Atlantide a duré un bon 160-170 000 ans, donc ce qui est, on va dire, incomparable par rapport à la société humaine d'aujourd'hui, dont en fait on a de traces que sur approximativement 2000 ans, et ensuite c'est très compliqué pour arriver à 10 000, et ensuite on part dans le baratin parce qu'on ne veut pas entendre parler de l'Atlantide. Donc là, on a donc pour les espèces, c'est surtout sur le dernier temps, les dernières souches qui ont été créées par certains individus. Donc j'avais parlé des amazirs. Donc les amazirs, comme à peu près toutes les espèces actuelles sur Terre, donc les différentes couleurs, ont été créées il y a 35 000 ans. C'était à peu près le moment où on s'est dit, bon bah très bien, il faut absolument remettre on va dire, les espèces à jour de façon à ce que l'ADN de chaque être humain puisse, on va dire, être compatible à des fréquences beaucoup plus hautes. Ça, c'était dans le but d'aujourd'hui. C'est les jardiniers de la Terre de l'époque savaient très bien qu'on passerait par la chute de l'Atlantide, et ils savaient très bien que les jardiniers de la Terre s'incarneraient dans des corps ordinaires, donc devaient avoir accès à des capacités métaphysiques haut de gamme à travers des corps humains. Les corps humains sont construits en termes d'ADN de façon à pouvoir monter dans les terres très haut, se servir de leur petite tête et pouvoir générer de l'énergie et en fait voyager très loin dans les terres et arriver à faire évoluer le jardinier qui se trouve dans le corps. Le but était là, et le but était aussi que la Terre devait progresser, on va dire, sur le plan génétique et devait simplement en fait évoluer comme toute espèce dans des mondes classiques. Bon, certains mondes sont régressifs, mais ça on n'en parlera pas pour le moment. Donc là, celui qui est à l'origine des amazirs, c'est Vabelmis. Donc c'est notre pote jardinier de la Terre qui s'est incarné, qui a fait Yeshua plus tard, bon, qui était en gros le grand surveillant de la planète Terre. Donc c'est lui qui chapeautait l'expédition en tant que jardinier expérimenté et qui n'était pas, lui il n'était pas prévu dans le plan de la catastrophe parce que lui il était déjà passé par ce genre d'épreuve. Donc Vabelmis en fait était un jardinier de la Terre qui était très haut de gamme, qui avait fini genre son évolution. Même si l'évolution ne finit jamais, lui, il avait déjà passé des caps où il n'avait plus besoin de s'emmerder à se péter la gueule sur une planète ou des trucs comme ça. Il avait fait ça quand il était plus jeune. C'était, voyons, on ne fait pas ça quand on a 75 milliards d'années. Donc, lui, il a créé les amazirs, il y a mis la langue, comme je disais, de Pariestiran, et il a, alors en souche, on a regardé, donc il y avait les amazirs classiques,
donc peau légèrement brune, bon, Afrique du Nord, ensuite qui se sont répandus, les Amazirs se sont répandus, bon, ils ont, vous verrez ça dans les, comment dire, les endroits, on va physiques où il y avait des constructions, les Amazirs ont vécu sur l'Afrique du Nord. Mais il y a aussi des souches qui en fait sont issues de Wabelmis, donc qu'il a bidouillé, hein. C'est de la génétique, c'est des bidouillages génétiques, on prend un être humain normal et puis on se pose des questions, on améliore l'ADN, on bidouille et on commence à créer des souches tout simplement plus évoluées. Là, il y a aussi une souche en fait, d'Africains, en fait, d'Afrique noire, mais qui sont en fait, des Africains non ronds. On va faire une dissociation. Il y a des Africains qui ont en fait, des traits extrêmement fins, qui n'ont pas les traits ronds, parce qu'ils ne sont pas issus de la même souche. Ils ont la peau noire, légèrement violacée pour certains, et en fait, il y a des petites tribus qui sont issues comme ça de cette fabrication, qui sont en gros des Amazirs noirs à traits plutôt européens. Ils ont des traits très fins, pas de en fait de rondeur dans les traits. Les traits sont fins parce que c'est une souche différente des traits ronds. Donc ça, c'est un autre jardinier de la terre qui a prêté sa génétique pour créer les Africains noirs à traits ronds. Donc là, il est là quelque part. Oui, voilà. Donc c'est un jardinier de la terre qui lui-même était grand, bon, évidemment, très grand quand même. Donc il a copié son ADN à lui et il a fait les Africains noirs, hein, bon, qu'on va retrouver sur la plupart en fait de tout le pays et qui ont des traits ronds. En fait, lui était comme ça, donc on a fait une souche qui était comme ça. Ça, c'est pareil, c'est aux alentours entre 35 000 et 40 000, 30 000. On a commencé à créer des souches abouties avec une génétique aboutie. Donc là, on a ce petit gars qui était noir avec les traits ronds. Il a créé la souche africaine en général. Et ensuite, tout simplement, bon, il y a des cités africaines. Alors, c'est compliqué, il faudrait retrouver les cités. Il y en a, mais c'est plus compliqué en Afrique. On a moins d'images, on a moins de, surtout de l'Afrique en fait centrale et l'Afrique du Sud. Il y a des choses jardiniers de la terre, mais c'est beaucoup plus enfoui et certainement perdu que dans certaines régions où c'est moins perdu et un peu peut-être plus récent surtout. Donc la souche africain noir, tout simplement, à traits ronds, a été faite à peu près en même temps que la souche africain noir à traits fins et les Amazirs. Donc Amazir s'appelle comme ça parce que c'est la langue qui le veut, hein. C'est la langue de Paris-Estiran. Donc après sur la langue noire, on n'a pas regardé parce qu'on ne peut pas tout regarder. Il faut étudier chaque chose, c'est assez long. Donc ensuite, on a en Inde, donc là, j'avais déjà parlé donc d'une souche, tout ce qui est, on va dire, au niveau de l'Inde, et élargi, hein. Il faut élargir, c'est pas, de toute façon, ce qui a été créé à un endroit, évidemment se propage avec les siècles, et en Inde, il y a quand même énormément de choses qui redescendent de partout et qui s'étalent énormément. Donc cette souche-là, c'est donc les dragons argentés qui en sont certainement les généticiens, tout simplement ils participent, ils font de la génétique, ils créent une race, boum, et puis ensuite ils vont donner leur langue, ils vont donner véritablement une culture, et donc un style aussi architectural. À chaque fois, chaque jardinier de la terre, du coup, va donner son idée de comment on doit décorer les choses. C'est pour ça que selon au niveau du monde, les coutumes architecturales, en fait, ont changé, sont différentes de là à là, à là ou à là. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était pas les mêmes jardiniers. Bon, par contre, les cités les plus anciennes, vraiment, et hyper basiques, hyper massives, sont toutes issues des mêmes jardiniers de la Terre. Bizarrement, du coup, tous ressemblent. Les très grosses. On va y revenir après. Donc là, oui, dragon argenté, on est sur le sanskrit. Oui, c'est ça. Et, attendez, sanskrit. Oui, c'est ça. Dragon argenté, c'est le sanskrit, il me semble. Je sais plus. Oui, je vais pas noter là. Oui, c'est ça. Sanskrit. Dragon argenté, c'est le sanskrit. Si, c'est noté. Ensuite, on a les dragons
plus classique, sachant que tous les dragons ne proviennent pas en fait des mêmes planètes, donc des mêmes mondes, donc n'ont pas forcément des langages totalement, des langages et des façons d'être totalement confondus les uns avec les autres. Il y a plein de planètes avec plein de races différentes de dragons, couleurs, races, apparences légèrement différentes. Toujours créés par des jardiniers de la Terre, mais néanmoins différents. Et l'âge est différent. Donc, en Chine, on a donc la langue asiatique, c'est le langage des dragons, je l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a la souche arabique. Alors ça, c'est un petit cas différent. En fait, c'est un métissage. Donc là, arabique, on a donc les Amazirs qui sont plutôt ici, et la souche, on va dire, arabique, se trouve plutôt par ici, donc est relativement connectée, mais n'a pas, la langue arabe ainsi que l'écriture arabe sont issus en fait du tamazirt, parce qu'en fait l'arabe, on va dire les écritures arabes soi-disant ancestrales, c'est du tamazirt. C'est simplement au fur et à mesure que les écritures se sont déplacées, quand c'est arrivé sur la souche arabique qui a été faite par quelqu'un d'autre, simplement ils n'ont pas conservé l'écriture que le créateur, leur créateur leur a donné, puisqu'en fait c'était monsieur Anubis et compagnie. La souche arabique, en fait, c'est un métissage, une modification génétique, et c'est Isis et donc notre petit Anubis, Isis et Anubis, ont participé à créer une souche spécifique qui destinait à être leurs esclaves personnels, et surtout une souche qui voulait être la souche qui allait dominer les autres, puisque dans leur tête, ils allaient reprendre la terre à eux. Donc ils ont créé de leur côté un peuple qui va être légèrement différent, bon, très ressemblant aux Amazirs, puisque la couleur de peau est pratiquement la même, mais ils ont quand même un ADN légèrement différent. Donc légèrement différent, et dans sa grande noirceur, Isis et Anubis ont essayé de mettre de l'ADN sombre, bon, sachant qu'au fil du temps, de toute façon, tout ça s'est dilué dans en fait les mélanges, et qu'en fait la souche arabique d'aujourd'hui n'est qu'un métissage de la souche arabique d'il y a 30 000 ans. Donc bon, on va pas dire que telle souche est mauvaise, telle souche est bonne. En fait, ce sont des souches quand même qui étaient haut de gamme à l'époque, et qui depuis se sont tellement métissés et dilués que il est rare de retrouver un exemplaire génétique qui serait pas dilué dans un monde où ça fait plus de 30 000 ans que tout le monde en fait se croise. Il est évident que ça serait compliqué. Chez les Amazirs, on a un petit peu plus la souche qui est restée, parce qu'ils sont restés concentrés sur le fait de pas se marier avec les autres, de rester sur leur souche. Donc les Amazirs se sont pas trop mélangés. C'était une sorte de, on va dire, d'idée constante de garder la langue, de garder l'idée de la langue et l'écriture et tout et tout. Donc bon, ça a été une sorte de, en fait, d'obsession de conserver ça, puisque c'était le monde d'origine. C'était la langue des Pariés Styranais. Donc c'est amusant quand même. Donc la souche de l'écriture arabe, en fait, quand on prend l'écriture arabe d'aujourd'hui, on regarde l'écriture ancienne et on regarde la souche avant de l'écriture ancienne, on retombe sur de l'amazir, tout simplement, parce que il n'y avait pas. Faut savoir que Anubis, sa langue, c'est l'égyptien. Enfin, l'égyptien. Aujourd'hui, la langue égyptienne, c'est pas vraiment de l'égyptien, c'est une souche arabique, mais à l'époque, donc, l'écriture hiéroglyphique, c'est l'écriture qui vient en fait d'Anubis. Anubis, c'est lui qui, le sphinx, c'était le corps d'Anubis. Il y avait la tête d'Anubis sur le sphinx, et à cette époque-là, à l'époque où le sphinx a été fabriqué, il y a à peu près 30 000 ans, Anubis a mis son empreinte, puisque c'était lui le grand dirigeant, le grand chef des méchants, et on laissait quand même ces jardiniers de la terre s'exprimer comme ils le voulaient, et on voit bien que du côté de l'Égypte, c'est là où ils étaient basés en fait, du côté de l'Égypte, il y a énormément de monuments, de ci, de ça, inexplicables sur le plan du bâti, puisque tout simplement, faut pas rêver, on ne peut pas faire certaines choses, et bon, certains temples
étaient dédiés à de la magie noire, à des trucs comme ça. D'autres étaient dédiés à l'énergie, étaient normaux, on va dire, et n'étaient pas teintés d'ombre du côté en fait d'Isis et Anubis, mais il y a eu beaucoup de représentations, puisque Anubis et Isis voulaient absolument marquer leur territoire et donc impressionner, on va dire, par tout ce qu'ils avaient fait faire, et donc et bâti avec tout un tas de technologies, jardiniers de la Terre, et ils demandaient aux bâtisseurs, les grands bâtisseurs, hein, ceux qui étaient spécialisés, de faire des gros trucs, des machins, tout ça par ego. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de bâtiments anciens en Égypte. C'est beaucoup un problème lié à l'identité d'Anubis et d'Isis, qui avaient besoin en fait d'en étaler plus que ce qu'ils en avaient, dans la tête surtout. Donc voilà, c'est malheureusement l'explication. Alors on a les petits blancs. Alors les petits blancs, en fait, les phases de craie. Donc les phases de craie sont des petits jardiniers donc, qui ont été créés, pratiquement uniquement télépathes, déjà au départ, et ils sont copiés sur une variété de jardiniers de la Terre qui lisent l'akasha en permanence. Sur Pariès-Tyran, il y a 7 grands sages qui lisent l'akasha en permanence. Alors ils sont blonds, ils ont les cheveux longs, ils ont les teints clairs, ils ont même les cheveux blancs presque, blanc-blond. Et en fait, c'est une souche qui a, en fait, entre guillemets, prêté sa génétique pour faire la race blanche. Et avec les yeux bleus, les choses comme ça. Donc, comme on sait dans la génétique que les yeux bleus, c'est bizarre, bah, c'est tout simplement que c'est issu d'une souche différente. Hein, chaque race sur Terre est issue d'une souche différente d'un jardinier de la Terre qui a créé lui-même la souche qui lui ressemble, et simplement on crée comme ça, poum, des souches, et on les met sur Terre. Donc là, cette espèce-là n'avait pas forcément de langue parlée, parce qu'à l'époque de l'Atlantide, beaucoup de gens parlaient par télépathie, il n'y avait pas de langue parlée quasiment, et en fait, quand l'Atlantide a chuté, ces êtres qui étaient, on va dire, extrêmement télépathes, ont été obligés d'adopter, on va dire, une verbalisation, mais de façon locale. Là où les petits blancs étaient, il a fallu qu'ils s'adaptent, et s'ils avaient appris une langue un peu locale, ils ont parlé celle-là, parce qu'en fait, ils n'étaient pas, eux, dépositaires d'une langue spéciale, en fait, puisqu'ils télépathisaient tout, ils n'avaient pas de langue verbale. Donc voilà, ça c'est petit détail des petits blancs. Alors, ensuite, on a, dans les choses en fait amusantes, on a les dieux vikings. Donc, dieux vikings, ce qui est amusant, c'est que la langue du coup nordique est issue en fait donc des divinités soi-disant vikings. Alors, divinité viking, ce qui est intéressant, c'est que c'était des félidés. En fait, par exemple, Taurus, hein, qu'on appelle Thor, mais en réalité qui s'appelait Taurus, avait une tête de puma. En fait, avait une tête de puma, et la langue nordique, c'est la langue des félidés qui proviennent du système de Pariès-Tyran. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ils ont une planète dans le système de Pariès-Tyran et ils ont des têtes de félidés. Voilà, donc c'est très simple. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est impossible à prouver, mais néanmoins, dans les terres, c'est très clair. Et là, moi, c'est pas des félidés qu'on coupe et puis qui finissent à la poubelle. C'est comme ça, quoi. Hein, on va dire, il faut faire la différence entre ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc voilà. Alors bon, du côté du nord, il y a des cités, mais complètement disparues de ce côté-là. Et sachant que les Vikings ont adopté cette langue parce que en fait, il y a eu simplement des jardiniers de la terre qui sont partis des zones dévastées et qui ont atterri dans les tribus du nord. Voilà. Ensuite, on a un petit détail. Donc les Viracocha, un nom qui a été donné à des êtres barbus. Donc les Viracocha, donc type blanc et barbu, c'est dans les descriptions historiques. Et blond et un peu vieillissant. Donc les Viracocha, c'est la même espèce qui était sur l'île d'Arwad, d'Aridas en Syrie. Il y a des vestiges jardiniers de la terre par là, et en fait, à cet endroit-là, il y avait la même souche.
on peut les appeler des Viracocha, entre guillemets, donc des êtres barbus, un peu vieillissants, avec un aspect type humain. Donc c'était une race, on va dire, de jardiniers de la Terre qui, à la fin de l'Atlantide, donc s'est déplacée jusqu'en Amérique du Sud, apporter, on va dire, un petit peu de clarté. Des êtres bons, hein, c'est pas des êtres mauvais. Alors, on va regarder donc là ces petits détails sur la cité de Mu. Donc, il y a beaucoup de débats sur la cité de Mu, le ceci, le cela. Donc, bon, il y a beaucoup d'embrouilles. En fait, l'ensemble, tout ça, c'est l'Atlantide. L'Atlantide était partout. Il n'y a pas quasiment un lieu où il n'y a pas des vestiges atlantes. Donc l'Atlantide, c'est pas un endroit précis. Ça, c'est une très mauvaise interprétation de tout ce qui a pu être dit. Et c'est parce que les humains n'avaient pas accès à d'autres informations. Aujourd'hui, de par le monde, on peut voir qu'il y a des bâtiments atlantes partout. Hein, ce qui explique les fondations qui n'ont rien à voir avec ce que peuvent faire les Romains, les humains ou quoi que ce soit. Et en fait, là, on a donc Mu. En fait, Mu, c'était par là. Effectivement, par ici, il y a un continent qui s'est affaissé et en fait, bon, a disparu, a coulé entre guillemets, mais c'est surtout que les océans sont montés. Donc voilà, il y a bon, Julie Le Couvreur a cet avantage-là qu'elle se documente énormément et elle a fait la liste entre guillemets des endroits qui sont classés, classifiés comme on va dire, on a Mu et puis on a juste la Lémurie. Mu et la Lémurie, c'est la même chose. Simplement, Mu, c'est avant, c'est pendant l'Atlantide, et la Lémurie, c'est après. C'est 6000 ans après. Donc là, c'était le langage, effectivement, c'est le Nakal, le Naakal. Ça, c'est effectivement, pendant la période de Mu, c'était le Naakal. Donc, c'est la même chose donc, que la Lémurie. Simplement, la Lémurie intervient 6000 ans après, en fait, historiquement après la chute de l'Atlantide, mais ça, bon, personne ne peut le savoir, il faut le regarder dans les terres. Et en fait, ce qui est amusant, c'est donc là, on avait par là des êtres bleus, n'est-ce pas, bleu pâle, donc du côté de l'Inde, et ici, on avait donc des êtres bleus, grands, un petit peu bleutés, très fins, raffinés, entre guillemets. À l'origine, c'est une fabrication. Ça n'est pas une espèce qui, par exemple, il n'y avait pas un jardinier de la Terre qui est arrivé qui avait cet aspect-là. C'était une transmigration. Le jardinier de la Terre qui était bleu et qui a créé cette génétique était déjà une transmigration. C'est-à-dire que c'était un Pariès-Tyrannae qui commandait un corps bleu, parce que cette souche était bien, donc ce corps bleu de jardinier de la Terre avait été fabriqué pour lui, et c'était tout simplement une espèce qu'on désirait voir sur Terre, parce qu'elle était compétente, et donc on a créé un corps bleu de jardinier de la Terre. Un jardinier de la Terre de Pariès-Tyran a transmigré dedans, a fait l'Atlantide un petit peu avec tout le monde, et puis ensuite, quand ça s'est gâté, il s'est dit, moi je rentre à la maison. Donc, l'idée c'est que ces êtres bleus, en fait, ont ensuite habité la mémoire des hindous, et en fait, ils ont, là en Inde, on a beaucoup de représentations de divinités qui sont bleues. En fait, bleu, telle et telle divinité, sont souvent dessinés en bleu. C'est simplement la mémoire ancienne de ce peuple qui était effectivement bleu, assez grand, assez majestueux et bleu, dont il ne reste pas de, on va dire, pas de représentants, parce que en fait, véritablement, la souche s'est éteinte. Bon, ça, on n'a pas regardé pourquoi, mais peut-être été un peu tué par les Anunnakis, par exemple. Donc, un petit peu. On verra ça plus tard, les Anunnakis, c'est leur connerie. Ensuite, petit détail, il y a eu une souche reptilienne. On a eu une petite souche reptilienne qui a été fabriquée pendant l'Atlantide, qui était destinée à incarner des dragons. Quand les dragons ne s'incarnaient pas en dragons, tout simplement, et qu'ils n'étaient pas dans les terres, ils pouvaient prendre un corps de souche reptilienne, donc des grands reptiliens, plutôt beaux, plutôt costauds. Il n'y en a eu que très peu. Il y a eu à peu près 2000 représentants sur 30 000 ans à peu près. Donc c'est pas une souche qui a été beaucoup vue, elle a été beaucoup confondue avec d'autres, et donc on ne sait pas trop. En fait, voilà, beaucoup de les Anunnakis
reptiliens leur ressemblaient, mais étaient différents, et les écmures leur ressemblaient un peu moins parce qu'ils étaient plus crocodiliens, les écmures plus costauds, plus bourrus. Donc on a eu finalement 3 souches reptiliennes, et sur l'une des 3 souches, c'était des petits dragons incarnés dans des corps voilà, qui étaient fabriqués pour eux. Donc ça, c'était pour, je dirais, la génétique atlante, la dernière génétique atlante. Précisons, en fait, la dernière qui a été mise en place. Ensuite, tout le reste, c'est du métissage. Alors, quand vous cherchez des Atlantes dans l'histoire, il suffit de vous regarder dans un miroir. C'est très simple. Qui sont les Atlantes? Où sont-ils? Ont-ils disparu? Ben non, pas du tout, en fait. Les Atlantes, ce sont les êtres humains d'aujourd'hui, simplement métissés. Tout le monde s'est métissé, c'est un peu mélangé, et puis on a tambouillé tout ça, et aujourd'hui, l'être humain est plus ou moins proche de la souche. L'être humain d'aujourd'hui, moderne, est plus ou moins proche de sa souche d'origine ou pas. Le métissage, en fait, apportant parfois des choses, en retirant d'autres. Certains êtres humains vont avoir des métissages qui vont avoir amélioré des capacités et d'autres dégradé d'autres capacités. D'où le fait que les Américains, comme Donald Trump ou des trucs comme ça, soient des débiles. Hein, faut pas le dire. Chut, c'est pas. On voit bien que la génétique est pauvre. Donc bon, il y a une sorte de déconstruction génétique qui s'opère. Donc certaines déconstructions génétiques sont dues tout simplement à en fait, bon, les interventions humaines à des choses naturelles dont il n'aurait pas fallu qu'ils s'occupent. Et bon, le fait de sélectionner, on va dire, tout ce qu'il y a de moins bien dans un peuple et puis de l'emmener dans un pays pour faire quelque chose de nouveau, c'est typiquement une idée Illuminati qui marche pas. Ça fait quand même un peuple de gens qui génétiquement sont loin d'être, on va dire, très décoratifs parfois et pas très malins non plus. Donc bon, peu importe. Donc au niveau civilisationnel, de ce fait, nous avions de par le monde tout un tas de civilisations qui ne vivaient pas toutes pareilles, dans le sens où ça dépendait des endroits, mais par exemple, bon, bah, ils vivaient longtemps. Il y avait, bon, de ce fait, quand on vit longtemps, c'est pareil, on n'est pas pressé. En fait, c'est pareil, le nombre d'individus par soi-disant ville était faible. On ne faisait pas comme chez nous, là, maintenant, des villes bondées, tout était bon. Maintenant, tout est bondé. Mais à l'époque, rien n'est bondé. On vit tranquillement, paisiblement. Par exemple, les gens choisissent le moment où ils vont faire 1 ou 2 enfants sur 600 ans. Sur 400 ou 600 ans, ils vont faire 1 ou 2 enfants, ils vivent longtemps. Ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. De plus, ils ont une vie paisible, tranquille. Il n'y a pas de besoin. Il faut être très clair. Par exemple, bon, ils sont végétariens. Pourquoi? Bah parce que tuer des animaux pour les manger, c'est pas comme ça que ça marche. Donc les jardiniers de la terre en moyenne ne mangent pas, donc se régénèrent à l'énergie. Donc ils ont quand même les êtres qui sont là, qui participent à l'Atlantide, en fait, sont plutôt végétariens. Bon, je suppose qu'ils peuvent se nourrir d'œufs, de choses comme ça. Ça n'est pas un problème de manger de la viande. C'est surtout que, en fait, dans une civilisation évoluée, simplement, les individus arrivent tout simplement à comprendre qu'en fait, il est nuisible de tuer pour manger. Bon. Dans une civilisation avancée, dans la nôtre, pour l'instant, vous pouvez rester tel quel, c'est pas très grave. Ça va changer d'ici peu, mais ça sera automatique. Donc, les gens sont végétariens et les gens travaillent, on va dire, bon alors, travaillent la terre en communauté. C'est-à-dire en communauté, tout le monde fait son petit lopin, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie, on ne fait pas des grands champs, il n'y a pas de très grandes villes avec des millions et des millions de personnes. Donc du coup, on cultive dans son espace, on va dire, naturel. Même si les villes, il y avait, mettons, 5 pyramides, des avenues, des trucs comme ça en pierre et tout, on ne court pas partout. On a le temps. Les gens n'ont pas de travail, on va dire, imposé. Donc, ils cultivent, et quand en fait ils voient par exemple qu'il y a des animaux de la nature qui viennent picorer dans leur culture, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petites barrières électromagnétiques de façon à ce que l'animal n'ait pas envie de venir, et d'un autre côté ils cultivent du végétal pour l'animal. Quand mettons des cervidés qui viennent parce qu'ils sont attirés par le maïs ou un truc comme ça, les Atlantes à cette époque-là vont cultiver des champs, ils vont planter des graines pour les cervidés, par exemple. Comme ça, les cervidés viennent, mangent,
le maïs qui leur est dévolu, et en fait, eux, les humains, conservent le maïs qui est pour eux. Donc, c'est pensé très différemment. De plus, les parcelles n'appartiennent pas à Pierre, Paul ou Jacques, tout est en communauté. On cultive, on s'accorde, on dit tiens qu'est-ce qu'on fait, voilà. Il n'y a pas de ça m'appartient, c'est mon terrain, on ne met pas de barbelé, il n'y a pas non plus de porte aux maisons et il n'y a pas de fenêtre aux maisons. Bon, parce que la technologie permet qu'il n'y en ait pas, puisque bon, l'air est géré par l'énergie, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de courant d'air, entre guillemets, parce qu'il y a des cloisons énergétiques qui sont créées de façon à ce que, par exemple, la maison soit agréable, qu'elle soit rafraîchie ou chauffée. La maison est agréable parce que l'énergie va rafraîchir ou chauffer la maison. Donc je vous expliquerai un petit peu. J'avais déjà un peu expliqué. Donc là, l'idée, bon, on va reprendre l'exemple. La seule batterie qui existe dans le monde, Atlante, est à Hattusa, donc la grande cité hittite, qui est bien sûr une cité atlante. Toutes les fondations sont mégalithiques, donc c'est une cité atlante, et il reste une batterie dans le monde, donc un géopolymère, donc ou stratopolymère en fait. Donc cette batterie-là servait dans une maison, comme à peu près dans toutes les maisons, il y avait des batteries de ce genre qui pouvaient générer une atmosphère légèrement densifiée qui était par exemple chaude et toujours à la même température. Si l'atmosphère a besoin d'être rafraîchie, en fait, on réglait le système. Alors, les réglages étaient en général en fait des réglages mentaux, puisque les Atlantes en fait disposaient de capacités cérébrales différentes des nôtres, dans le sens où ils n'avaient pas à communiquer, on va dire tout le temps par la parole. De ce fait, mentalement, ils réglaient le cube. Le cube était adapté pour être réglé mentalement. Quand on voulait qu'il fasse un peu plus chaud, on pensait à ce qu'il fasse plus chaud. Le cube donnait un peu plus à l'atmosphère de la pièce, donnait de la chaleur. C'était pas comme on faisait pas de feu, on brûlait pas du bois toute la journée pour faire du feu. On avait une source d'énergie unique dans la maison qui faisait un peu tout. Et tout était géré par la tête. C'était la tête qui faisait les choses. C'était un monde très différent. Il faut s'imaginer que l'être humain a évolué en suivant la technologie des jardiniers de la Terre. De ce fait, les humains ne se posaient même pas la question comment on va se chauffer. En fait, on va aller chercher une batterie, c'est tout. C'était évident. À chaque fois qu'on créait une cité, quand les gens arrivaient, les gens qui participaient à fabriquer, s'installaient dans la cité qu'ils participaient à fabriquer. Ils prenaient une maison, c'est pareil, il n'y avait pas de propriétaire. On ne signait pas un bail, on ne payait pas de loyer, l'argent n'existait pas. Par exemple, il n'y a pas d'argent pendant l'Atlantide, on n'a pas de salaire, on n'a pas d'argent, on n'a pas de compte en banque. Quand on a besoin que la batterie soit rechargée, on la faisait poser sur le traîneau de rechargement. Donc les traîneaux de rechargement, on en a des traces partout dans le monde. En fait, des grandes traces en fait, dans la roche ou dans certaines villes, soi-disant romaines, où on voit des traces énormes vraiment creusées dans la roche parce qu'il y avait des traîneaux de chargement qui effectuaient un circuit particulier qui rechargeait les batteries. Le chargement se faisait par induction énergétique qui était souvent liée à la Terre. C'est-à-dire que le traîneau faisait un tour, il passait par-dessus, admettons, du quartz, des veines ferriques, des choses comme ça, et à chaque fois que le traîneau passait au-dessus, ça chargeait en fait, les batteries minérales, en fait, ça les chargeait dans des fréquences différentes, et quand le traîneau avait fini de faire son tour, il avait récupéré toute la charge. Une charge d'induction, c'était des inductions, en fait, la charge était émise par le sol, par une géode de quartz, par n'importe quel site naturel qui émane naturellement une énergie. Et si au cas où il manquait un site, on le créait, bien sûr. On se disait, tiens, le chariot passera par là, par là, par là, et en revenant, il passera par là. Et on mettait une source énergétique pour compléter la charge. Donc, ce sont des énergies qui n'avaient strictement rien à voir avec l'électricité quotidienne que nous, on emploie. C'était des énergies, en fait, véritablement beaucoup plus naturelles, beaucoup plus proches, en fait, c'est de la transduction, c'est de la transmission par induction dans l'air de l'énergie qui pouvait se faire par l'eau aussi. Et c'est de la transduction énergétique. Donc, attention, procédé qu'en fait aujourd'hui on connaît, mais qu'on ne commercialise pas, parce qu'il ne faudrait quand même pas que l'énergie soit gratuite, comme pendant l'Atlantide. Donc là,
Quand un être humain, on va dire, a besoin, veut, quand un être humain pendant l'Atlantide veut participer à quelque chose, il se présente quelque part et il dit bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Les gens s'auto-déterminaient, disaient ah, moi j'irais bien bosser avec le chariot des batteries, j'irais bien faire ci, j'irais bien faire ça. Bon bah quand on a envie, on se présente. Bon bah et il n'y a pas d'horaire contraignante. Il n'y a personne qui bosse 8-10 heures par jour avec un calepin qui gratte, qui fait tout pour les autres. Et puis pendant que personne ne fait rien pour lui. Ça n'existe pas. Dans la civilisation atlante, il y a des roulements, les gens font les horaires qu'ils ont envie, mais ils ne sont pas esclaves de leur travail, ils rendent service à la communauté. De ce fait, quand ah, ça va, ça fait 4 heures, je suis là, quelqu'un arrivait, hop, on reprend. Bien sûr, tout était organisé, il y avait un planning, parce qu'on ne se retrouvait pas tout d'un coup à 3 heures de l'après-midi, ah ben merde, personne n'a envie de venir travailler. Tout était effectué gentiment, tout le monde prenait sa place, et au lieu d'embaucher 3 personnes qui bossent comme des tarés, ben on en embauchait 9. Hein. On prenait 9 personnes qui étaient volontaires et qui venaient rendre service à la communauté. Les batteries étaient distribuées gratuitement, les maisons étaient fournies gratuitement, et l'énergie n'était non payante. Donc en fait, tout était à profusion. De ce fait, les gens avaient du temps puisque il n'y avait pas besoin de travailler, de payer ou quoi que ce soit. La seule occupation des gens, c'était d'aller gratter un peu la terre pour faire la bouffe. Et puis, on cuisinait le matin, on faisait sa petite popote, on faisait ses trucs, on vivait en famille. Certaines personnes avaient, quand les enfants étaient là, on vivait en famille, on s'occupait des enfants. On n'allait pas gratter. Maintenant, le voisin, lui, il avait déjà fait ses enfants il y a 200 ans. Donc lui, tiens, il était en train de gratter aux batteries, il faisait de la sculpture sur un temple, il faisait des trucs comme ça. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de travail forcé parce qu'il n'y avait pas de valeur financière accordée au travail. Et les gens, en fait, avaient envie de participer à la civilisation atlante parce que c'était grandiose et que c'était toujours très agréable. On s'auto-déterminait. Mais on ne s'épuisait pas. Il n'y avait pas d'esclavage. Par exemple, les gens au quotidien se déplacent à pied. Dans les grandes villes, on se déplace à pied. On va pas faire les courses au magasin. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a que des petits artisans qui vont fabriquer des vêtements de très haute qualité avec des matériaux naturels. On a tous les petits artisanats, on va dire, de très bonne qualité. On n'achète pas pour jeter, on n'achète pas pour consommer. Tout est d'extrêmement grande qualité et on crée toujours des choses qui sont faciles à recycler. Recycler par le fait qu'elles pourrissent. Bon, un vêtement en lin, en coton, si quelque chose était abîmé en fin de vie, on pouvait même s'en débarrasser comme ça. Bon, je ne sais pas si les jardiniers avaient prévu une déchetterie par les terres, mais on n'a pas regardé. Mais par exemple, les ustensiles de cuisine, donc les gens cuisinaient non pas dans des casseroles en inox, en fer, en machin, en truc comme ça, non, ils cuisinaient dans de la terre cuite. Parce que la terre cuite, une fois que c'est fatigué, usé, que c'est cassé, en fait, ça retourne à la terre. On peut le broyer et puis ça fait de la poudre. En gros, on va dire, ça ne génère aucun déchet. De plus, les êtres humains pendant la période donc je regarde. Hein. Alors, déplacement. Donc, les êtres humains pendant cette période-là aussi ont besoin de se déplacer. Donc, les personnes se déplacent à pied. On va faire des petites choses à pied. On remarque que les cités ne sont pas hyper vastes, à part certaines qui disposaient de moyens de transport en commun, entre guillemets, parce qu'elles étaient un peu plus grandes. C'était un peu fatigant d'aller jusqu'au bout de la cité si on avait quelqu'un à voir. Donc, les cités sont à taille humaine. C'est pour ça qu'il y a peu de monde pendant l'Atlantide. On n'est pas très nombreux, il y a quelques centaines de millions de personnes sur l'ensemble de la planète. Et dans les cités, par exemple, si on prend des cités standards comme celle de... je ne sais plus où elle est, là. Ouais. J'ai pas le nom sous la main, mais les cités sont pas immenses. Peuvent faire quelques kilomètres de long, mais on marche. En fait, on marche, on n'est pas pressé. Si on va aller voir son grand-père ou son père, hop, on va marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est tout à fait naturel. Après, pour des déplacements entre cités, il y a des navettes.
Donc, alors, on va préciser, technologie silencieuse, antigravitation et quasiment translucide. C'est-à-dire que c'est vraiment des champs énergétiques. On s'installe sur un... C'est de là que viennent les tapis volants, hein, donc l'idée des tapis volants. On s'installe sur une plaque métallique et l'ensemble du véhicule qui ne fait pas de bruit et qui fend l'air très vite, en fait, l'ensemble du véhicule, c'est automatisé et c'est complètement antigravitationnel et il n'y a pas d'accident puisqu'en fait tout est géré par, on va dire, de l'énergie. Quand ça ralentit, il y a une absorption, on va dire, du freinage, une absorption dans une atmosphère énergétique particulière. Les gens sont comme enrobés d'énergie pour, au cas où, on va dire, qu'il y ait un petit déplacement en avant, ben, il n'y en a pas. En fait, c'est l'inertie est compensée énergétiquement parlant. Donc, ces technologies-là n'existent plus, n'est-ce pas? Donc l'antigravité, ça marche, mais ça demande énormément d'énergie. À l'époque, tout ça fonctionnait par de la transduction au niveau du sol, au niveau de l'atmosphère. Donc il n'y avait absolument aucun dispositif rail, route réel. Bon, il faut savoir que quand même les routes romaines appartiennent à l'Atlantide. Donc il y avait quand même des voies. Les voies romaines immenses, plates et parfaitement dessinées ne sont pas des voies romaines. Les voies annexes romaines, effectivement, sont des voies romaines, les petites voies merdiques qui ont mal supporté le temps, mais certaines voies dites romaines, avec des dalles mégalithiques, des bétons composites impossibles à reproduire, sont atlantes. Donc là, il faudra qu'on regarde s'il y avait des véhicules qui, par exemple, empruntaient ces voies-là. À part les trucs de chargement, bien sûr. Mais peut-être. Ça, on n'a pas encore regardé. Donc, ensuite, système supplémentaire, quand on veut vraiment en fait se déplacer. Si vous êtes en France et que vous voulez absolument aller au Tibet, par exemple, ce qui pouvait se faire, ou vous êtes au Grand Canyon quelque part, et que vous voulez absolument aller au Tibet, puisqu'en fait, c'est des endroits où je sais qu'il y en a. Donc, du Grand Canyon au Tibet, il y avait un téléporteur, par exemple. En fait, on pouvait se téléporter. La téléportation dans le système Atlante, donc toujours dépendant de l'énergie de la lune de cristal et des points d'ancrage, c'était pas un problème. Par contre, si vous vouliez vous téléporter bêtement dans un endroit où il n'y avait pas d'installation, ben c'est pas possible, parce qu'il fallait un cristal émetteur, un cristal récepteur, vous passiez dans un vortex énergétique et vous étiez téléporté en une seconde à 5, 6 ou 10 000 km de là, ça n'avait aucune importance. La téléportation, c'est simplement qu'on ouvre une brèche, on va dire, dans l'espace-temps, on vous pousse dans la brèche, et ensuite on réouvre une brèche et on vous tire hop, de l'autre côté. Le corps ne subit pas vraiment de modification, c'est plutôt l'espace-temps qui est replié entre les deux. Donc bon, technologie très avancée, j'en conviens. Aujourd'hui, bon, les scientifiques ont téléporté, entre guillemets, de façon quantique, comme ils disent, en fait, des objets. Ils ont déjà téléporté une molécule par-ci, par-là. Enfin, c'est pas des objets, hein, des molécules. Les Tibétains le faisaient par la pensée. Les Tibétains arrivaient à téléporter, par exemple, un bol avec de la tsampa d'une pièce à l'autre. Bon, ils ne savaient pas comment ils faisaient, mais ils y arrivaient. Donc, simplement, par la pensée, ils arrivaient à téléporter un objet de petite taille, parce que là, il fallait peut-être 5 ou 6 Tibétains bien concentrés pour téléporter un objet quelconque. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. C'est quelque chose qui est simplement qui relève de technologie mentale ou de technologie qui copie le mental et puis qui emploie des règles, on va dire, standards d'une science que nous n'avons pas pour le moment. Hein, et que l'humanité sera obligée de laisser tomber tant que les jardiniers ne seront pas d'accord plus tard. Donc voilà. Donc ça, c'est donc pour le transport. Ensuite, les gens communiquent comment? Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'appareil vraiment... Enfin, il y a des appareils de communication. Ah oui, si, ils sont là. Où ils sont, mes petits appareils de communication? Je les ai pas là. Ah si, ils sont là. Alors, il y a un appareil de communication qui a été fortement sculpté un petit peu partout dans le monde. C'est le sort de sac à main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos qui sont faites là-dessus. On voit des dieux égyptiens avec une sorte de petit sac à main. On voit des dieux hindous avec une sorte de petit sac à main. Et c'est toujours plus ou moins le même petit sac à main.
En fait, c'est un appareil de communication. Alors, c'est un appareil assez simple et compliqué, bien sûr, à la fois. C'est une communication par l'éther. La personne tient le truc, l'enclenche, et en fait, va penser à une personne, va dire, ah, tiens, machin, truc, tac. Il va chercher dans l'éther, il va avoir une communication, mais plus claire. En fait, la personne, même si elle n'est pas, elle, hyper douée on va dire, en communication d'éther, ça, c'est une sorte d'amplificateur d'éther, ce qui fait que la personne va pouvoir parler, bon, bah, admettons qu'on a une personne là, elle va pouvoir parler avec une personne là, tout simplement, en enclenchant ce truc-là, elle va envoyer sa pensée, des images, sa pensée, ce qu'elle est en train de voir, par exemple, elle va voir quelque chose, elle le montre à l'autre personne, à travers ce petit appareil qui est une sorte d'amplification d'onde mentale, et ça va permettre donc de communiquer tranquillement avec une personne qui est très très loin, même si soi-même on n'a pas des facultés télépathiques extraordinaires. Les Atlantes n'étaient pas tous sur le même pied d'égalité. Certaines races étaient plus télépathes, d'autres étaient plus télékinésistes, d'autres étaient plus rien. Donc bon, voilà, il y a fondamentalement les Atlantes étaient comme vous et moi, avec une atmosphère métaphysique autour qui était supérieure. Mais certains n'avaient pas de dons hyper développés, ils ne pouvaient pas communiquer par télépathie à l'autre bout du monde avec quelqu'un qu'ils allaient trouver et lui envoyer des images et des trucs comme ça, c'était pas possible. Donc, ce petit sac à main, soi-disant sac à main, en fait, c'était ça, c'était un communicateur universel pour pouvoir amplifier sa pensée à travers l'éther et communiquer très clairement. On pouvait littéralement, c'est comme si la personne était à côté de vous et elle voit ce que vous voyez, elle entend ce que vous lui dites mentalement, comme si elle était à 50 cm de vous en fait. Donc c'était les petits communicateurs. Alors dans le même genre de choses, dans les objets usuels, on avait le petit dodécaèdre, je ne sais pas si vous connaissez, on dit que c'est un dodécaèdre romain, donc un petit dodécaèdre avec des petites boules à tous les angles du dodécaèdre qui ne sont pas forcément de la même taille et percés de trous aussi, percés de trous qui ne sont pas de la même forme ou de la même taille. En fait, un objet insolite dont ils ne connaissent absolument pas l'utilité. Alors tout un tas de gens ont fantasmé, vous disent ouais c'est pour calculer des trucs, c'est pour faire patati patata, enfin bon n'importe quoi. Donc allez, alors c'est pas du tout romain, c'est Atlante, et en fait c'était pour la vie pratique. Les gens avaient plus ou moins tous un petit dodécaèdre comme ça, petit matériel portatif énergétique. Il suffisait d'insérer un cristal. On va dire un bon Atlante ne sortait pas sans ses 5 ou 6 cristaux, et dans le petit dodécaèdre, il insère un cristal, il va avoir de la lumière. Il enlève le cristal, il va mettre un autre cristal, il va pouvoir avoir un chauffe-main, enfin beaucoup plus que ça, hein, mais il va pouvoir chauffer un environnement qui est froid avec le cristal qui sert à chauffer. Et les petits cristaux, bien sûr, il n'oubliera pas de les recharger à droite ou à gauche. Bon, en moyenne, c'était connecté à l'air, mais bon, on pouvait aussi un peu recharger sur des endroits qui permettaient de recharger comme les batteries. Donc, le petit dodécaèdre, c'est un outil énergétique un petit peu pour tout. Ça peut servir, on va dire, on pouvait engrammer des connaissances avec. C'est-à-dire que vous mettiez votre cristal de stockage de connaissances, tac, dedans, vous pensiez à un truc, vous le mettiez dedans, et vous aviez vos informations dans le cristal. C'est un outil véritablement énergétique, connecté au mental et à la volonté de la personne. Et ça, en fait, c'était le couteau suisse énergétique Atlante. Donc bon, très différent, on va dire, très différent de tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc voilà. Alors revenons à nos moutons. La vie quotidienne de nos Atlantes. Donc les personnes, les vêtements, les outils quotidiens, les meubles, en fait, il n'y a pas de mode réel. Les gens s'habillent simplement de façon utile. On est sur un aspect où on ne va pas délirer comme aujourd'hui. Hein. La société aujourd'hui est une société délirante. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait quand même une énergie très haut de gamme. Donc les gens étaient connectés à la nature, étaient connectés à la simplicité, à l'évidence. On avait beaucoup de gens qui se promenaient pieds nus. Pourquoi ? Pourquoi mettre des chaussures ? Pourquoi ? Parce que voilà, on mettait des chaussures si on avait peut-être un trajet un peu plus long à faire, mais en moyenne, les gens vivaient plutôt pieds nus avec des vêtements très simples pour être en contact avec la terre, du moment que les lieux le permettaient.
on essayait d'être en contact avec la Terre. Donc, tout était assez simple. On aurait pu, si on va étudier des humains de cette époque-là, on va dire que c'était des pouilleux. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas tout un tas de trucs artificiels et bêtes. Et en fait, on va dire, ah bah oui, ils vivaient comme des sauvages. Hein. Bah non, pas du tout. En fait, ils avaient des habitations très simples, effectivement. C'était dépourvu de luxe d'aujourd'hui, mais tout était usuel, parfaitement fonctionnel, et on n'avait pas certaines complications. L'esprit n'était pas compliqué. Donc, bien... alors, quand on faisait quelque chose, un artisan allait faire quelque chose, il allait faire une chose de très haute qualité. On faisait un objet hyper durable, hyper pratique. On n'avait pas des objets qui servaient à rien. On n'allait pas construire quelque chose qui sert à rien, ou si on faisait quelque chose qui décore, on le faisait soi-même. Il n'y avait pas d'artisan pour décorer. On faisait des choses décoratives, ça pouvait arriver. Bon, ils se sont pas mal éclatés du côté en fait ici, là, Inde, puis même un peu par là. Par là, ils ont fait des temples hyper ouvragés. Bon, ça c'est du côté des dragons et des dragons gris argentés. Les temples sont très très ouvragés parce que voilà, on aime ce style-là en fait. Et si vous regardez, il y a plein de petites vidéos justement sur tous ces petits temples. Il y a tout un tas d'anachronismes dans les sculptures qui ne datent pas de l'époque hindoue, puisqu'en fait, il est impossible de creuser la pierre d'une certaine manière. Et bon, il y a des petites vidéos qui circulent là-dessus avec des impossibilités techniques. Par exemple, un animal avec dans la bouche qui est creusé une boule de pierre dans la bouche, mais qui est libre. Donc ça veut dire que le gars qui a sculpté, il a sculpté le cheval ou le bœuf, la bouche entrebâillée, il y a dedans un morceau de pierre qui est parfaitement sphérique et la bouche qui est sculptée à l'intérieur. Donc en fait, on ne peut pas mettre la boule dedans parce qu'elle ne sort pas, et elle y est depuis déjà 10 000 ans. Et en fait, l'idée, comment créer en fait une sculpture à l'intérieur qui est propre, et ensuite que la boule ait été faite dans la même pierre et ait été libérée et soit avec des outils à main. C'est impossible. En fait, n'importe quel sculpteur vous le dira, c'est pas faisable. On peut pas tailler dans les coins là où on peut pas mettre un outil. Donc bon, ça c'est les petits détails architecturaux, on va dire. Donc ensuite, la société. En fait, la société par elle-même, on va dire, bah oui, mais bon, dans une ville, il y a des soi-disant des voitures, des machins, des trucs. Non, s'il y a des véhicules, donc des structures volantes, pas tellement à roues, en fait, c'est de l'antigravité. Et en plus, vous avez surtout pas de bruit. Il n'y a pas de bruit de fonctionnement. La ville ne fait pas de bruit. Les gens, en moyenne, quand il y avait un grand espace et que les gens se retrouvaient, ils conversaient par télépathie. Il était assez rare qu'on s'exprime verbalement, sauf peut-être à la maison pour des petites choses, dans la langue locale. Mais les gens passaient beaucoup de temps en télépathie, tout simplement, parce que c'était plus simple, plus clair, et ça éliminait... Bon, il faut savoir que la pensée humaine était différente. On ne cachait rien. On ne se cachait pas soi-même derrière ses pensées, et on ne cachait pas ses pensées aux autres. Donc, quand on posait des questions par télépathie à quelqu'un, il nous répondait par télépathie, donc il n'y avait pas de bruit. Pas de bruit de fonctionnement de la société. Pas de moteur à explosion, pas d'usine, pas de bruit en général. Donc vous aviez des villes où vous entendiez les petits cuicuis des oiseaux, le bruit du vent, des choses comme ça. C'est la campagne sans le modernisme. Où que vous alliez, vous aviez le bruit naturel de l'environnement et non pas le bruit parasite de l'humain qui vit. C'est très différent. Alors, la communauté humaine, donc tout est basé sur le partage. On ne produit pas, bon par exemple, si une communauté humaine, là, une petite ville, fait des petits légumes, des machins, des trucs, et il y a des gens qui ne sont pas au jardin, parce que ils ont un truc à faire, ils sont aux batteries, ils sont en train de sculpter un temple, un truc comme ça, bon voilà, donc ils ne sont pas au jardin. En fait, il y a de la nourriture pour tout le monde vient se servir dans les jardins communautaires, tout le monde fait son petit entretien, tout le monde bosse, fait sa petite parcelle, on a le temps, on n'est pas pressé. On fait ce qu'il y a à faire au jour le jour.
Il y a des plannings, bien sûr, parce qu'on sait qu'on va pas semer en hiver, le maïs ou le blé, mais bon, voilà, on fait des choses, s'il y avait du blé. Donc, bon, disons qu'il faut être tout à fait clair, c'est de la participation volontaire, mais évidemment, on n'a pas une caste qui profite d'une autre. Il va dire, oh bah tiens, les autres, là, ils vont aller travailler à la terre, puis nous, on va regarder la télé toute la journée. Il n'y a pas la télé. Donc, bon, donc il n'y a pas de problème de ce genre. Il faut penser différent. Il faut penser sur une communauté qui s'entend. Il n'y a pas de dissension dans les rangs. En fait, les humains ne se battent pas, par exemple. Quoi. On ne se bat pas pour tout un tas de choses, on ne se chiffonne pas, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas des cigarettes. Voilà, on n'est pas, les Atlantes n'étaient pas une race décadente. C'était une race qui avait, depuis le départ, des jardiniers de la Terre qui les assistent, qui leur montrent comment faire, comment ci, comment ça, comment une société peut fonctionner sans jamais aucun problème. Donc, ils ont à l'époque aussi un grand respect et une grande conscience qu'ils sont dirigés. Mais ils sont d'accord, dans le sens où ils ont été créés par les jardiniers qui voient circuler. Parfois, ils voient des jardiniers de la Terre à droite, à gauche. Ils sont toujours très contents de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que les jardiniers de la Terre offrent l'abondance. Pendant l'Atlantide, rien ne manque. Personne n'a faim, personne n'a soif, personne n'est pas logé, personne n'est en détresse, personne n'est malade. En fait, si une personne a vécu un peu au-delà des limites et se chope un cancer et arrive avec un cancer généralisé, il faut à peu près une semaine pour le soigner. On le remet hop, du côté de l'Atlantide, admettons, la personne arrive, oh là, là, je suis malade et tout, ça va pas. En moyenne, il faut une semaine pour soigner un cancer généralisé pour que la personne reparte en courant. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a accès à une énergie qui soigne, on est dans un environnement énergétique hyper positif, et du coup, soigner un cancer qui prend des mois de nos jours et qui intoxique et fait crever les gens, en fait, là, à cette époque-là, prend une semaine. Pour un gros cancer. Autrement, c'est 3 jours. Hein. 3-4 jours. Hein. Donc, alors, c'est une époque où les jardiniers de la Terre, bien sûr, sont à l'origine de tout. Il y a, comme je l'ai dit, une abondance. C'est une société qui est gérée par les jardiniers de la Terre. Toutes les grandes décisions appartiennent aux jardiniers de la Terre. Quand on a besoin d'étendre, parce qu'on a envie, hein, c'est pas parce que c'est plus un besoin et envie d'étendre la civilisation quelque part, on a du temps. On n'est pas pressé. Les jardiniers de la Terre simplement disent bon très bien, on va faire une nouvelle cité par là. On va poser des points d'ancrage pour que l'énergie se disperse jusque là. On met des installations où l'énergie va être positive, comme ça on avance dans un environnement énergétique positif. Et ensuite les gens, oui chouette, moi je vais aller habiter dans la prochaine ville qu'on va faire là, ville, village, petite communauté, quoi qu'il arrive, c'est toujours des petites structures, et même quand c'est une grande structure, ça n'est pas une structure où on est mal, où on n'est pas bien. Tout est prévu pour que l'énergie, en fait, soit toujours positive. Donc, en fait, il n'y a pas de limite au niveau de l'énergie. Autant pour bâtir, on soulève des pierres de plusieurs milliers de tonnes sans effort. Les gens qui travaillent, parce que à un moment donné, on bâtit du simple. C'est-à-dire du gros, du massif, grosse pyramide, grosse pierre, gros truc, ça va très vite. Ça va très vite parce que ce sont des bâtisseurs qui font ça. Donc, c'est une race spéciale de jardiniers de la Terre, assistés par quelques jardiniers de la Terre qui sont là, qui s'occupent de ça. Mais c'est pareil, on ne fait pas des journées de 12-14 heures. Non, on fait des journées raisonnables. On aime ce qu'on fait, on a un peu l'énergie, on va dire, psychique illimitée. On est connecté en permanence à l'éther, donc aucune limite d'énergie, mais on ne va pas non plus travailler 12-14 heures par jour, suer sang et eau pour quelque chose. On fait comme ça nous vient. Si on a envie, là, hop, on fait une journée de 10 heures, mais c'est pas pareil, c'est des jardiniers de la Terre, ça mange pas, ça dort pas, un jardinier, donc ça peut travailler tant que ça veut, quoi. Et puis en plus, ça fatigue pas. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, on a d'énormes structures qui sont faites, et par la suite, on a des Atlantes, du peuple, qui commence à s'intéresser, à se dire, tiens, moi ça me plairait bien de faire des trucs. Donc ça, on va y venir après.
Donc voilà, ouais, je regarde un petit peu, je regarde un peu mes notes quand même, que je vois, que j'aborde tous les aspects. Donc, comprendre que bâtir est facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté, personne ne lève des charges, par exemple. Tout ce qui doit être levé, transporté ou autre, c'est l'énergie qui s'en mêle. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie pour tout. Faut lever, faut déplacer une montagne, pas un problème. On